Chers lecteurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite leçon de géopolitique. Voyez-vous, autour de moi, beaucoup ont du mal à comprendre ce qui se passe dans le monde. Certains y voient un véritable capharnaüm, pour rester poli. Souvent, avec mes connaissances, j'explique clairement avec mes mots ce qui se passe réellement. Cependant, après quelques recherches, j'ai trouvé un article très bien écrit dont je me suis inspiré pour vous lire ce texte aujourd'hui. Vous trouverez le lien du document original dans la description de cette vidéo qui, je l'espère, vous aidera à y voir plus clair à votre tour. Pour cela, j'ai besoin de vous projeter dans l'histoire. Le dollar américain est une monnaie unique car depuis le début des années 70, il est utilisé à quelques exceptions près pour acheter et vendre du pétrole sur les marchés mondiaux. Avant 1971, le dollar américain était officiellement indexé sur la valeur de l'or. Sauf que les États-Unis disposaient en tout et pour tout de 3,2 millions de dollars, alors que les banques américaines, d'après le FMI, disposaient de 14 millions de dollars de liquidités. Traduction, la Réserve fédérale a imprimé plus d'argent qu'elle ne pouvait réellement garantir. En 1971, dans ce qui est devenu plus tard le choc Nixon, le président Nixon a complètement supprimé les talons or du dollar. L'argent est fabriqué littéralement sur demande. Ainsi, les banques américaines accordent des prêts sur de l'argent qu'elles n'ont pas. En clair, des chèques en bois légalisés, tout cela sur la surveillance de la Banque fédérale, qui est en fait un rassemblement des plus grosses fortunes mondiales, comme les Rothschild et autres Rockefeller. Maintenant, pour rendre les choses encore plus intéressantes, ces prêts ont des intérêts attachés. Mais l'argent pour payer ces intérêts n'existe pas dans le système. En conséquence, la somme de la dette totale est toujours supérieure à la somme d'argent en circulation. Et pour pouvoir subsister, l'économie doit sans cesse croître. En 1973, sous couvert de la crise artificielle du pétrole dans l'OPEP, l'administration de Nixon a entamé des négociations secrètes avec le gouvernement d'Arabie Saoudite pour établir ce qui est depuis appelé le système de recyclage du pétrodollar. En vertu de l'accord, les Saoudiens ne vendraient leur pétrole qu'en dollars américains et devraient investir la majorité de leurs profits pétroliers excédentaires dans les banques américaines et les marchés de capitaux. Le FMI devrait alors utiliser cet argent pour faciliter les prêts aux pays importateurs de pétrole qui avaient des difficultés à assumer l'augmentation des prix du baril. Le paiement et les intérêts sur ces prêts seraient évidemment libellés en dollars américains. Cet accord a été formalisé dans la Commission américano-saoudienne sur la coopération économique, mise en place par Henry Kissinger, le secrétaire d'État de Nixon en 1974. Le système a été élargi en 1975 pour inclure le reste des membres de l'OPEP. La Réserve fédérale est depuis libre d'augmenter les réserves monétaires à volonté. La demande toujours croissante du pétrole permet d'éviter l'abandon du dollar. Le dollar est passé d'une monnaie indexée sur l'or à une monnaie soutenue par l'or noir. Il est également devenu premier produit d'exportation des USA. Pour les États-Unis, c'est une affaire primordiale. Les dollars sortent soit en tant que papier ou chiffres dans un système informatique, tandis que des produits et des services réels et tangibles entrent. Cependant, pour le reste du monde, ce n'est qu'une forme très sournoise d'exploitation. Ce système des pétrodollars est resté incontesté jusqu'en septembre 2000, lorsque Saddam Hussein a annoncé sa décision de vendre de pétrole irakien en euros plutôt qu'en dollars. C'était une attaque directe contre le dollar, et certainement l'événement géopolitique le plus important de l'année. Mais seulement un article dans les médias occidentaux anglophones l'a mentionné. Le même mois où Saddam annonçait qu'il s'éloignait du dollar, une organisation appelée le Projet pour un nouveau siècle américain, dont il s'avère que Dick Cheney est membre, a publié un document intitulé « Reconstruire la stratégie, les forces et ressources de défense américaines pour un nouveau siècle ». Ce document a appelé à une augmentation massive des dépenses militaires américaines et une politique étrangère plus agressive afin d'étendre la domination des États-Unis dans le monde entier. Cependant, le document a déploré que la réalisation de ces objectifs risque de prendre de nombreuses années, en l'absence d'un événement catastrophique catalyseur, comme un nouveau Pearl Harbor. Un an plus tard, il avait ce qu'il souhaitait. Profitant de la réaction émotionnelle du 11 septembre, l'administration Bush fut capable d'envahir l'Afghanistan et l'Irak, ainsi que de voter le Patriot Act sans réelle résistance. Il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak,
Et ce n'était en aucun cas une question de mauvais renseignements. C'était purement et simplement un mensonge prémédité, et la décision d'invasion a été prise en parfaite connaissance des désastres qui en découleraient. Ils savaient exactement ce qu'il allait se passer, mais en 2003, ils l'ont quand même fait. Une fois les champs de pétrole irakiens sous le contrôle des États-Unis, les ventes de pétrole en euros ont été immédiatement interrompues. Mission accomplie. Peu de temps après l'invasion de l'Irak, l'administration Bush a tenté d'étendre ses guerres à l'Iran. Le gouvernement iranien aurait soi-disant travaillé à la construction d'une arme nucléaire. Après le fiasco irakien, la crédibilité de Washington a été gravement endommagée, et par conséquent, ils n'ont pas réussi à mobiliser le soutien international ou national pour une intervention. Leurs efforts, en outre, ont été sabotés par des éléments au sein de la CIA et du Mossad qui ont publiquement affirmé que l'Iran n'avait pas encore pris la décision de développer des armes nucléaires, encore moins commencé à le faire. Toutefois, la campagne de diabolisation contre l'Iran a continué, même sous l'administration Obama. Pourquoi ? Eh bien, pourrait-il y avoir quelque chose à voir avec le fait que, depuis 2004, l'Iran a entamé l'organisation d'une bourse pétrolière indépendante. Ils construisaient leur propre marché du pétrole, et ils n'allaient pas être liés au dollar. Les premières livraisons de pétrole ont été vendues sur ce marché en juillet 2011. Incapables d'obtenir la guerre qu'ils voulaient, les États-Unis ont utilisé l'ONU pour imposer des sanctions contre l'Iran. L'objectif des sanctions était de renverser le régime iranien. Bien qu'elles aient infligé des dégâts sur l'économie iranienne, les mesures n'ont pas réussi à déstabiliser le pays. Cela était dû en grande partie à l'aide de la Russie à contourner les restrictions bancaires états-uniennes. En février 2009, Mouammar Kadhafi a été nommé président de l'Union africaine. Il a immédiatement proposé la formation d'un État unifié avec une monnaie unique. C'était la nature de cette monnaie proposée qui l'a tué. En mars 2009, l'Union africaine a publié un document intitulé « Vers une monnaie unique africaine ». En 2011, la CIA s'est installée en Libye et a commencé à soutenir des groupes militants dans leur campagne pour renverser Kadhafi, alors que les États-Unis et l'OTAN imposaient et élargissaient une résolution de zone d'exclusion aérienne, onusienne, pour faire pencher la balance avec des frappes aériennes. La présence extrémiste d'Al-Qaïda parmi ces combattants rebelles a été discrètement étouffée. La Libye, comme l'Iran et l'Irak, avaient commis le crime impardonnable de remettre en cause le dollar américain. L'intervention de l'OTAN en Libye a continué dans une guerre secrète contre la Syrie. Les arsenaux du gouvernement libyen ont été pillés et les armes ont été expédiées via la Turquie aux groupes rebelles syriens, travaillant pour renverser Assad. Il était déjà clair, à ce stade, que beaucoup de ces combattants avaient des liens avec des organisations terroristes. Cependant, l'appareil de sécurité nationale des États-Unis considère qu'il s'agit d'un mal nécessaire. En fait, le Conseil sur les relations étrangères, CFR, a publié un article en 2012 déclarant que l'afflux de djihadistes apporte la discipline, la ferveur religieuse, l'expérience de combat d'Irak, le financement de sympathisants sunnites dans le Golfe et surtout des conséquences mortelles. Bref, l'armée libre syrienne, ALS, a besoin d'Al-Qaïda en ce moment. Soyons clairs, ici, les États-Unis ont mis le IIL, ISIS, Daesh au pouvoir. C'est pas fini. En 2013, ces mêmes rebelles syriens en cheville avec Al-Qaïda ont lancé 2 attaques au Gaza. Il s'agissait d'une tentative pour faire accuser Assad et mobiliser le soutien international pour une intervention militaire. Heureusement, et malheureusement pour les États-Unis, ils ont été exposés par les enquêteurs de l'ONU et des Russes. Ainsi, l'appel à des frappes aériennes est tombé complètement à l'eau, quand la Russie est intervenue pour négocier une solution diplomatique. La campagne pour le changement de régime en Syrie, comme en Libye, a été présentée en termes de droits de l'homme. Évidemment, ce n'est pas le véritable motif. En 2009, le Qatar a mis sur la table une proposition visant à lancer un pipeline de gaz naturel à travers la Syrie et la Turquie à destination de l'Europe. Assad a toutefois rejeté cette offre, et en 2011, il a arrangé un pacte avec l'Irak et l'Iran pour faire un pipeline vers l'Est, mettant ainsi le Qatar et l'Arabie Saoudite complètement sur la touche. Il n'est pas surprenant que le Qatar
l'Arabie Saoudite et la Turquie aient été les puissances régionales les plus insistantes en faveur d'un renversement du gouvernement syrien. Mais pourquoi cette histoire de pipeline a mis la Syrie dans la ligne de mire de Washington? 3 raisons. Premièrement, cette disposition de pipeline aurait significativement renforcé la position de l'Iran, leur permettant d'exporter vers les marchés européens sans avoir à passer par l'un des alliés de Washington. Cela réduit évidemment l'effet de levier du gouvernement américain. Deuxième réponse, la Syrie est le plus proche allié de l'Iran. Son effondrement affaiblirait intrinsèquement l'Iran. Troisième réponse, Syrie et l'Iran ont signé un accord de défense mutuelle, et une intervention américaine en Syrie pourrait ouvrir la porte à un conflit ouvert avec l'Iran. En février 2014, ce jeu d'échecs mondial s'est emballé sur un nouveau territoire, l'Ukraine. La véritable cible était cependant la Russie. Voyez-vous, la Russie se trouve être la deuxième plus grande exportateur de pétrole au monde, et non seulement ils ont été une épine diplomatique dans les pieds de Washington, mais ils ont également ouvert une bourse de l'énergie en 2008, avec des ventes libellées en roubles et en or. Ce projet était en préparation depuis 2006. Ils ont également travaillé avec la Chine et retiré le dollar dans l'ensemble de leur commerce bilatéral. La Russie a également travaillé à l'organisation d'une union économique eurasienne, qui comprend l'intention d'adopter une unité monétaire commune et qui devrait avoir son propre marché énergétique indépendant. Ce qui nous mène à la crise en Ukraine. Celle-ci s'est vue offrir un choix, rejoindre l'Union européenne ou adhérer à l'Union eurasienne. L'Europe a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une offre exclusive. L'Ukraine ne pouvait pas joindre les deux. La Russie, pour sa part, affirmait que l'adhésion aux deux ne posait pas de problème. Le président Yanukovych a décidé d'écouter la Russie. En réponse, le dispositif de sécurité nationale des États-Unis a fait ce qu'il fait de mieux. Ils ont renversé Yanukovych et installé un gouvernement fantoche. Bien que tout cela semble se passer au mieux dans un premier temps, les États-Unis ont rapidement perdu le contrôle de la situation. La Crimée a organisé un référendum et le peuple a voté massivement pour la sécession de l'Ukraine et la réunification avec la Russie. Personne n'a été tué. Mais l'Occident a immédiatement maquillé l'événement comme un acte d'agression russe, et cela est devenu dès lors de leitmotiv. La Crimée est importante sur le plan géostratégique en raison de sa position sur la mer Noire, qui permet la projection de la puissance navale russe dans la Méditerranée. Elle a également fait partie du territoire russe pour la plupart de l'histoire récente. Les États-Unis pressent pour l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN depuis des années. Une telle démarche placerait les forces américaines à la frontière de la Russie et aurait pu potentiellement aboutir à la perte de bases navales russes en Crimée. C'est pourquoi la Russie a immédiatement accepté les résultats du référendum de Crimée et rapidement renforcé le territoire. Pendant ce temps, dans l'est de l'Ukraine, 2 régions ont déclaré l'indépendance de Kiev et ont tenu leur propre référendum. Les résultats sont évidemment quasi unanimement en faveur de l'indépendance. Kiev a répondu à cela avec ce qu'ils appellent des opérations antiterroristes. En pratique, cela a été une campagne massive et aveugle des bombardements qui ont tué des milliers de civils. Apparemment, tuer des civils n'est pas considéré comme une agression pour l'Occident. En fait, le FMI a mis en garde explicitement le gouvernement provisoire que leurs près de 17 milliards de dollars d'aide pourraient être en danger s'ils n'étaient pas en mesure de mettre un terme au soulèvement en Ukraine orientale. Alors que la guerre contre l'Ukraine de l'Est faisait rage, des élections ont eu lieu et Petro Poroshenko a été élu président. Il s'avère que Poroshenko a été exposé par un câble diplomatique divulgué et publié par Wikileaks en 2008, après avoir travaillé comme informateur pour le département d'État des États-Unis depuis 2006. Ils se sont référés à lui comme notre top ukrainienne et la plupart des câbles visés faisaient état de l'information qu'il fournissait. Un câble distinct a montré que les États-Unis savaient Poroshenko corrompu même à ce moment-là. Avoir une marionnette en place ne s'est cependant pas avéré être suffisant pour donner à Washington la plus haute main dans cette crise. Qu'est-ce que Washington fait quand elle n'a pas d'autre moyen de pression?
Il impose des sanctions, il diabolise et il montre les dents, ou utilise une opération sous fausse bannière. Ce n'est pas une très bonne stratégie pour traiter avec la Russie. En fait, elle a déjà fait contre-feu. Les sanctions ont simplement poussé la Russie et la Chine dans une coopération plus étroite et accéléré le programme de dédollarisation de la Russie. Et en dépit de la rhétorique, cela n'a pas conduit à l'isolation de la Russie. Les États-Unis et l'OTAN ont mis un fossé entre eux et la Russie, mais pas entre la Russie et le reste du monde. Cherchez BRICS si vous n'êtes pas sûr à ce sujet. Ce nouvel axe anti-dollar va plus loin que l'économie. Ces pays comprennent ce qui est en jeu ici. C'est pourquoi, dans le sillage de la crise ukrainienne, la Chine a proposé un nouveau pacte de sécurité eurasienne qui inclurait la Russie et l'Iran. Examinez les implications ici, tandis que l'administration Obama commence les bombardements en Syrie, qui a également un accord de défense mutuelle avec l'Iran. Mais voilà que le 30 septembre 2015, un pas de plus a été franchi. Un virage auquel les États-Unis ont largement contribué. Alors que la coalition internationale menée par les USA a bombardé timidement, faut bien le reconnaître, les positions de l'État islamiste en Syrie, Moscou est entré en phase active. Effectivement, étant donné que la situation n'a fait que s'empirer et que l'État islamiste n'a fait que se renforcer, la Russie, avec la demande de Bachar el-Assad et l'autorisation de son gouvernement, a commencé les bombardements qui visaient le IIL, mais aussi les positions du Front al-Nosra, branche d'Al-Qaïda soutenue par les Américains et l'Arabie saoudite. Ainsi, Moscou a ouvert la voie, laissant les armées syriennes, mais également iraniennes déjà en place sur le territoire, effectuer de multitudes d'attaques coordonnées. Étant donné que la situation échappe une fois de plus à l'emprise américaine, ces derniers nous ont informé que les USA ont l'intention d'envoyer un contingent de forces spéciales sur le territoire syrien, afin d'assister activement l'opposition modérée. Dans quel but? Celui-ci reste encore très flou. Mais ce n'est pas le seul front, un autre vient de s'ouvrir. En même temps, les États-Unis ont envoyé récemment un destroyer en moins de 12 miles d'îlots artificiels construits par Pékin, sur des récifs de l'archipel de Spratleys, en mer de Chine méridionale. Cette zone est également revendiquée par les pays voisins, dont les Philippines, alliés de Washington, le Vietnam, la Malaisie et Brunei, mais Pékin revendique sa souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine. Les autorités chinoises ont convoqué pour le sermonner l'ambassadeur des États-Unis. Le gouvernement chinois défendra résolument sa souveraineté territoriale et ses intérêts maritimes, et la Chine fera tout ce qu'il est nécessaire pour s'opposer à des provocations délibérées de la part de tout autre pays. Le Global Times, proche du Parti communiste chinois, connu pour son ton nationaliste, a lui aussi haussé le ton. Dans une éditoriale, face aux harcèlements des États-Unis, Pékin devrait traiter avec Washington, avec tact, mais aussi se préparer au pire. La Maison-Blanche doit savoir que la Chine, même si elle ne le souhaite pas, n'a pas peur de faire la guerre aux États-Unis dans la région, qu'elle est déterminée à protéger ses intérêts et la dignité nationale. Mais le journal a dans le même temps dédramatisé. Si nous nous montrons humiliés et protestons avec colère, alors les États-Unis auront atteint leur objectif, qui est de nous contrarier, a averti le journal. Ce navire américain qui vient fanfaronner, considérons-le pour ce qu'il est, un tigre de papier, a-t-il ironisé. Ceci est d'autant plus troublant du fait qu'il intervient quelques semaines après la dévaluation du yen chinois afin de favoriser les exportations en dépit de l'économie américaine. Et non, mes amis, ce n'est pas la guerre froide 2 se profile à l'horizon, mais bel et bien la Troisième Guerre mondiale. Les masses peuvent ne pas encore voir l'ensemble du tableau, mais l'histoire s'en souviendra de cette façon. Les alliances se solidifient déjà, et une guerre chaude est en cours sur plusieurs fronts. Nous l'avons vu avec la Chine, avec l'Ukraine, avec la Syrie, mais il ne faut pas oublier que la Corée du Nord ne pense qu'à une chose, c'est envahir la Corée du Sud afin de réunir son pays. Si les provocations et les guerres par procuration continuent, ce n'est qu'une question de temps avant que les grandes puissances s'affrontent, directement. Et ça, c'est une recette pour un désastre. Est-ce que tout cela vous semble fou? Eh bien, vous avez raison. Les gens qui dirigent le monde en ce moment sont fous.
et le public somnambule marche vers une tragédie. Si vous voulez modifier le cours des affaires courantes, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Vous devez réveiller ce public. Même les armes les plus puissantes sont neutralisées si vous atteignez l'esprit de l'homme derrière la gâchette. Comment pouvons-nous réveiller les masses, me demanderez-vous? N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous, ni qu'elle réponde à votre place. Faites preuve de créativité. Agissez comme si le futur de vos enfants et petits-enfants en dépendait, car c'est exactement le cas. Enfin, je conclurai par un remerciement. Oui, je vous remercie, vous, chers auditeurs, qui m'écoutez et qui regardez mes vidéos. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater, j'ai fait une vidéo avec ma voix personnelle. C'est très rare, mais je pense que c'est pour être clair et dynamique, j'avais besoin de le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairci d'une manière ou d'une autre. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, et à très bientôt. Merci les amis. Amicalement, Damon Anonymous. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.